Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Aujourd'hui, c'est un thème qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, donc, c'est un sujet qui vous tient à cœur, SASU EURL. On a invité Cheikhna Mohamed Legdaf, qui est expert comptable, qui est freelance également lui-même, qui a créé sa propre société en début d'année. Et on va creuser vraiment spécifiquement les deux statuts privilégiés par les freelances qui s'installent, qui créent leur société. Aujourd'hui, on ne va pas parler de micro-entreprise. Voilà, on va être clair. Et on va définir entre ces deux statuts quel est le meilleur pour vous à partir de différentes questions. En fait, le choix du statut, ça va impacter à la fois vos impôts, ça va impacter votre statut social, votre protection sociale, la façon dont vous êtes couvert par la Sécu, votre retraite. Ça va également impacter votre rémunération. Donc, ce sont tous ces aspects-là qu'on va voir. Moi, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Anouk Rivière-Jérôme. Je suis la fondatrice de Réseau Pointec. Nous sommes un cabinet de recrutement et une agence de freelancing. Nous accompagnons des personnes ingénieurs la plupart du temps à s'installer freelance et nous leur proposons également des missions. Nous avons une chaîne YouTube sur laquelle on propose du contenu gratuit, pertinent, avec systématiquement des invités qui sont experts dans leur domaine. Aujourd'hui, on a Cheikhna qui s'est joint à nous. Cheikhna, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ok, super. Écoutez, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Cheikhna, je suis expert comptable. Je suis également commissaire aux comptes. Je suis le fondateur de la société Evitax, société d'expertise comptable. Et donc, voilà, j'accompagne les dirigeants d'entreprise, les freelances, les personnes qui souhaitent se mettre à son compte ou qui gèrent leur société dans les aspects comptables, juridiques, fiscaux, etc. Donc, voilà, un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour animer ce webinaire. Oui, super. Super. On va attaquer avec le premier sujet. La première question, c'est toi qui m'as fait remarquer qu'il fallait déjà donner les définitions. Qu'est-ce qu'une SASU? Qu'est-ce qu'une URL? Moi, je dirais aussi de rajouter qu'est-ce que l'IS, qu'est-ce que l'IR, parce que je sais que les mots vont ressortir assez souvent. Les gens ne connaissent pas forcément ces acronymes. S'il y a des acronymes d'ailleurs qu'on cite, que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation et on les explicite. Déjà, est-ce que tu peux nous donner la définition SASU et URL, Cheikhna? Oui, bien sûr. Donc, SASU EURL. Donc, la SASU, c'est la société par action simplifiée unipersonnelle. Et l'EURL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ce sont les formes de SAS et de SARL lorsqu'on a un associé unique. Donc, lorsqu'on est en forme de SAS et qu'on est associé unique, ça s'appelle une SASU. Mais quand on est en SARL et qu'on est seul associé, ça s'appelle une EURL. Donc, à ne pas confondre, effectivement, surtout pour la partie EURL, ce n'est pas une entreprise, c'est bien une société. Parce que je me rappelle que lors du dernier webinaire, on m'avait fait la remarque quand j'avais fait la distinction entre société et entreprise individuelle sur l'aspect notamment relatif à la protection du dirigeant. On m'avait dit quid de l'EURL. Donc sachez bien que l'EURL, le bon nom, à mon sens, si on devait éviter la confusion, ce serait une SURL, qui est une société unipersonnelle à responsabilité limitée, et une SASU. Donc gardez juste en tête que la SASU, c'est la forme de SAS lorsqu'on est associé unique, et EURL, c'est SARL avec associé unique. Donc, tout ce qui marche pour la SAS, ça marche pour la SASU. Et tout ce que vous voyez concernant les règles juridiques de la SARL, ça marche avec le URL. Donc, ça, c'est la première définition. Ensuite, Anouk, tu parlais de la définition de l'IR et de l'IS. Donc, l'IR, donc, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, c'est ce que vous déclarez tous les ans sur votre formulaire 2042 lorsque vous faites votre déclaration annuelle des revenus. Et l'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, toutes les sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en fin d'année, elles remplissent donc ce qu'on appelle une liasse fiscale avec un bilan en compte de résultat et un bénéfice qui est taxé à l'impôt sur les sociétés. Donc, l'un est exclusif de l'autre. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Une société doit choisir si elle souhaite être soumise à l'impôt sur le revenu ou si elle souhaite être soumise à l'impôt sur les sociétés. Un point important, là d'ailleurs, j'ai connu un freelance qui avait fait un très mauvais choix. Il avait fait une société et il était à l'IR. Il s'en est mordu les doigts, ça lui a coûté une fortune. Il y avait clairement eu une mauvaise compréhension avec son expert comptable quand il avait fait ce choix. Et il se retrouvait dans une tranche marginale d'imposition qui est très, très élevée, alors que quand on est à l'IS, on n'est plus du tout dans les mêmes tranches, c'est plus le même fonctionnement, tu confirmes ? Exactement. L'impôt sur le revenu, généralement, alors le seul cas où ça peut être intéressant, c'est quand fiscalement on a beaucoup de parts sociales, c'est-à-dire soit on a beaucoup d'enfants rattachés, beaucoup entre guillemets, si par exemple on a 4 ou 5 enfants qui sont rattachés au foyer fiscal, ça fait mécaniquement qu'on va être dans une tranche marginale d'imposition qui est moins élevée. Si on est célibataire, il y a de très fortes chances que l'impôt sur les sociétés soit le choix le plus adapté, puisque, donc pour rappel, les tranches donc, de 0 à 11 000, c'est 0% d'impôt sur le revenu. De 11 000 à 28 000,
on est à 11%, et au-delà de 28 000, donc entre 28 et 82, on est à 30%. Déjà, dès qu'on rentre dans la tranche de 28 à 82, l'IS devient plus intéressant, puisque l'IS, donc pour rappel, c'est 15% jusqu'à 42 500 euros, et au-delà de 42 500 euros, c'est 25%. Donc de toutes les manières, dès qu'on dépasse 28 000 euros de bénéfices, il vaut mieux opter pour l'impôt sur le revenu, sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas d'autres facteurs qui Sur les viennent sociétés. complexifier voilà, le sujet avec Sur les des parts sociales. Oui, il faut plutôt opter sur l'impôt sur les sociétés. Alors, nous, quand on parle aujourd'hui d'ingénieurs freelance qui ont des TJM entre 400, 500, 600 euros jour, forcément, vous allez être dans la tranche marginale au niveau de l'IR 30, voire plus, %. Et donc, du coup, la société, c'est plus intéressant. Enfin, être à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, ça va être plus intéressant. OK, bah, du coup, on va rentrer du coup maintenant dans le vif du sujet. À quel moment il faut se poser cette question du choix du statut? Est-ce que ce choix est définitif? On l'a fait une bonne fois pour toutes? Est-ce qu'on peut changer son statut? Est-ce que ça a un coût? Est-ce que c'est une erreur dont on peut se mordre les doigts? Effectivement, donc il y a trois moments cruciaux durant lesquels il faudrait se poser cette question-là. Donc le premier, c'est avant la création de la société, lorsqu'on est dans une phase de réflexion, au moment où on fait donc notre prévisionnel pour savoir quel est le montant du chiffre d'affaires qu'on va réaliser, le bénéfice, les charges, etc. Donc en ce moment-là, on se pose la question du choix de la forme juridique parce qu'en fonction du choix qu'on aura, le prévisionnel ne va pas forcément dégager les mêmes résultats. Donc le deuxième moment durant lequel on se pose la question, c'est au moment de la création. Lorsque réellement on se pose au moment de la création de la société sur la rédaction des statuts, là, généralement, on a déjà enclenché un premier niveau de réflexion au moment on va dire, de la maturation de l'idée. Et puis au moment où on passe à l'action, là, on fait le choix définitif. Généralement, à ce stade-là, il faut se rapprocher d'un expert comptable parce qu'il y a beaucoup de facteurs, on va le voir tout à l'heure, qui rentrent en jeu et qui font que, avant effectivement de signer les statuts et puis d'aller s'engager sur une procédure, il faut bien acter qu'on a choisi le bon choix. Le troisième moment, c'est après la création. Donc sachez que même si vous avez créé une société, même si vous avez été à une SASU ou une URL, et que vous avez découvert 1 an ou 2 ans plus tard que ce n'est pas le statut le plus adapté, vous avez toujours la possibilité de changer de forme juridique de votre société. Alors, il faudrait, autant que faire se peut, éviter cette situation-là, puisque forcément, ça engendre des coûts en matière juridique, forcément. Et puis, en fonction des cas, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais sachez qu'il est plus compliqué, entre guillemets, donc je mets bien les guillemets à compliqué, plus compliqué de changer une URL en SASU pour l'inverse. Parce qu'il y a un facteur, donc il faut donner un commissaire à la transformation qui contrôle la valorisation des apports. En SASU, ça n'existe pas. Mais dans le principe, d'accord, sur le principe, c'est possible, même si vous avez lancé une société. Évidemment, donc, il faudra essayer de ne pas rentrer dans cette situation-là, mais si jamais vous êtes dans cette situation, vous avez toujours la possibilité de changer. OK. Donc, il faut se poser la question dès le début et il faut continuer de se la poser, notamment si notre situation change. J'ai noté SASU-URL, c'était quand même plus facile que URL-SASU, mais c'est un coût. Et après, si l'économie est importante, le coût sera compensé peut-être par l'économie qu'on pourra faire en changeant de statut. Exactement. Généralement, on fait une petite simulation. Donc, on fait une simulation, on regarde à combien ça va coûter, donc juridiquement, pour les formalités. On va regarder combien ça va économiser, s'il y a des économies, et puis on compare s'il est plus pertinent de modifier la forme juridique ou pas. Très bien. Allez, on attaque du coup. Quel est l'impact de ce choix? Donc, tu disais que ce choix, le choix du statut va avoir énormément d'impact. Tu nous as proposé 4 sujets. Le premier fiscal, donc on va revenir sur l'IR et l'IS, etc., mais pas que. Le deuxième, tu nous as dit, c'était l'impact social, donc sur la protection sociale, sur quand on est malade, etc., comment ça va se passer, et sur la prise en charge aussi des frais de prévoyance ou autres qu'on va avoir. Le troisième impact que tu nous as remonté, c'est l'impact sur… Poum, je l'ai oublié. J'ai oublié le troisième. C'est le juridique, C'est le juridique. L'impact sur le juridique. Et le quatrième, c'était l'impact sur la la rémunération. rémunération. Là, on va parler rémunération du dirigeant. Et il y aura des tableaux d'ailleurs très pertinents que tu nous as préparés. Et je voulais d'ailleurs inviter tout le monde à te suivre sur LinkedIn parce que j'ai vu que tu avais démarré des posts, notamment sur la rémunération du dirigeant. À mon avis, ceux-là, tu peux les republier parce qu'ils étaient juste excellents avec des Merci. tableaux très clairs. Et j'ai trouvé que tu arrivais à la fois vulgariser tout en étant toujours très pertinent et très juste sur ce que tu indiquais. Donc, n'hésitez pas à suivre Mohamed
Shekna, Merci. pardon, sur Merci. LinkedIn. On va passer directement au premier sujet, donc l'impact, le premier impact, l'impact fiscal. Je te laisse la Fiscal. parole. Voilà, donc effectivement, moi j'aime bien dire que le choix de la forme juridique, c'est comme un carrefour. Dès que vous arrivez à ce point-là, vous avez plusieurs sujets qui s'entremêlent. Et dès que vous appuyez sur le bouton, donc EURL ou SASU, il y a plein d'impacts après, effectivement, qui découlent de ce choix. Donc là, on vous en a préparé quatre. Donc le fiscal, le social, la rémunération et le juridique. Donc je vais commencer par le fiscal. Donc déjà, fiscalement. Sachez que premier point, c'est l'impôt sur le revenu versus l'impôt sur les sociétés. Donc le URL, donc de manière standard, donc si vous optez, si vous ne réalisez pas de démarche particulière, elle est par défaut soumise à l'impôt sur le revenu. Elle a la possibilité donc d'opter à l'impôt sur les sociétés, mais il faut exercer cette option-là. Donc, si vous exercez cette option, elle devient irrévocable. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. La SAS, c'est l'inverse. Si vous êtes en SAS ou SASU, par défaut, vous êtes à l'impôt sur les sociétés, mais vous avez la possibilité d'opter à l'impôt sur le revenu durant les 5 premières années. Vous pouvez, si vous passez les 5 premières années, vous n'avez plus la possibilité d'opter à l'impôt sur le revenu. Et cette option-là, elle a une durée de validité de 5 ans. Donc, si je prends l'exemple, donc vous avez pendant 2 ans été en SAS ou en SASU, la troisième année, vous décidez d'opter à l'impôt sur le revenu, donc ce sera des années 3 jusqu'à 8 à l'impôt sur le revenu. Et si jamais vous souhaitez rebasculer à l'impôt sur la société, encore une fois, ce sera irrévocable. Donc ça, c'est premier point, ISIR. Deuxième point, sachez que si jamais vous cédez les parts de votre société, donc la fiscalité qui est applicable au droit d'enregistrement n'est pas la même. Sur les plus-values, vous êtes taxé à la flat tax. C'est comme si vous vendiez des actions que vous aviez achetées chez L'Oréal ou chez Total. Donc flat tax, c'est 30%. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a d'autres options avec le choix à l'impôt sur le revenu avec abattement de 40%. Mais gardons en tête que si vous vendez, vous avez une flat tax à 30%. La seule différence, c'est au niveau des droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement sont moins chers si vous êtes en SAS qu'en SARL. En SAS, si vous vendez votre société, vous payez 0,1% du prix de vente. Si vous vendez 1 million, ce sera 0,1% de 1 million. En SARL, c'est 3% après un abattement de 23%. D'accord? Donc déjà, au niveau de l'impôt sur le revenu, et au niveau de la taxation des plus-values et des droits d'enregistrement, vous avez quelques différences. Ensuite, le troisième point que j'ai noté, ce sont les régimes fiscaux. Pour certains d'entre vous qui sont un petit peu, qui ont un petit peu creusé le sujet de la holding, vous avez sûrement vu qu'il y avait certains régimes qui étaient intéressants, comme le régime mère-fille ou le régime de l'intégration fiscale, qui sont applicables en cas si vous créez une holding. Sachez que ces régimes-là ne marchent pas avec les sociétés qui ont opté à l'impôt sur le revenu. Donc, si jamais vous voulez mettre en place un montage avec une holding au-dessus, une société d'exploitation et une SCI, par exemple, il faudrait que la société opte obligatoirement à l'impôt sur les sociétés, que ce soit d'ailleurs une SAS, une SASU ou la URL. Ensuite, sachez également qu'il y a un certain nombre de... Alors, voilà, il y a le régime des titres de participation, qui est aussi un avantage fiscal non négligeable, qui marche uniquement avec l'IS. C'est en gros, si vous détenez les titres de votre société pendant 2 ans et que vous souhaitez la revendre, vous pouvez avoir une exonération de la plus-value, ce qu'on appelle le régime des titres de participation, mais ça marche uniquement effectivement si la société a été soumise à l'impôt sur les sociétés. Si elle avait opté à l'impôt sur le revenu, donc ça ne marcherait pas. Donc sachez qu'il y a déjà, ça c'est le premier point sur les impacts fiscaux. Donc IRIS, plus-value droit d'enregistrement, holding, titre de participation. Donc à mon sens, ça c'est les principaux sujets, même s'il y en a d'autres. Mais déjà, si vous comprenez ça, vous avez compris une bonne partie de l'impact fiscal de ce point-là, de cette problématique. Si je me permets de rajouter, ce que tu nous dis, c'est que si jamais on veut créer une holding, si jamais on veut revendre sa société, etc., c'est bien en tout cas d'en parler dès le début avec son expert comptable pour voir l'impact du choix qu'on va faire du statut sur ces projets qu'on peut avoir. Exactement, tout à fait. Donc, c'est très bien dit d'ailleurs, Anouk, anticipation. Moi, j'aime bien ce terme-là, il faudrait toujours anticiper. Faut pas arriver, parce que moi, ça m'arrive des clients qui arrivent en catastrophe. Je veux vendre après-demain. Et j'en ai une, là. J'ai une personne qui est arrivée 3 jours avant la date limite de déclaration de l'impôt sur le revenu, la 2042. Et elle voulait, en gros, sortir son associé, devenir associé unique pour pas le taxer, parce que c'était une SARL à l'impôt sur le revenu. Il dit, mais faut pas venir 3 jours avant, quoi.
Donc voilà, donc anticipez ces sujets-là, que ce soit les sujets fiscaux, si vous souhaitez vendre, si vous souhaitez créer, prenez un petit peu d'avance, parce que bon, c'est des sujets parfois qui nécessitent un petit peu de temps pour choisir enfin, la bonne décision, pour prendre la bonne décision. Ok, ok, ça on a compris. Du coup, maintenant qu'on a fait notre choix par rapport à l'IR, l'IS et qu'on se dit, ok, c'est plutôt ça qui m'irait, tu nous disais qu'il il y a d'autres impacts, notamment les impacts sociaux. Alors déjà, on a fait justement un webinaire la semaine dernière, on a parlé protection sociale, on a parlé maladie, on a parlé prévoyance, on a parlé mutuelle, on a parlé retraite. C'est ça que tu entends par impact social? Exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans les détails de tout ça. J'invite les personnes qui souhaitent creuser le point relatif aux impacts sociaux de visionner donc le replay du webinaire que tu as fait sur les impacts sociaux. Là, sachez juste qu'au niveau social, ce que j'appelle le social, c'est l'URSSAF. Quand vous créez une société, vous avez deux principaux interlocuteurs qui vous prêtent de l'argent. Entre guillemets, vous avez donc la Direction générale des finances publiques qui vous prête donc les impôts, l'IR, l'IS, les droits d'enregistrement, etc. Et vous avez l'URSSAF qui collecte toutes vos cotisations sociales. D'accord? Et là, l'impact social, c'est que, en fonction du choix de la forme juridique, vous avez deux catégories. Soit vous êtes considéré assimilé salarié, soit vous êtes considéré TNS, travailleur non salarié. Et là, j'avais fait un petit post sur LinkedIn sur ça, qui vient dans la slide juste après, qui permet de savoir dans quel cas vous êtes. Donc, vous voyez que c'est un arbre décisionnel. Donc, on va commencer par la gauche parce que c'est plus simple. En gros, si vous êtes président de SAS, vous ne vous posez pas 10 000 questions, vous êtes assimilé salarié. D'accord? Vous êtes rattaché au régime général de la sécurité sociale au même titre qu'un salarié standard, entre guillemets. Sachez juste que vous avez le régime cadre obligatoirement. Vous ne pouvez pas opter pour un régime non cadre quand vous êtes président de SAS. Maintenant, pour la SARL, c'est un peu plus complexe. Vous avez deux choix, deux possibilités. Si vous êtes majoritaire, c'est-à-dire que si vous détenez strictement plus supérieur, si votre part détenue sont strictement supérieures à 50%, vous êtes travailleur non salarié. Si vous êtes égalitaire, vous êtes assimilé salarié. Et si vous êtes minoritaire, là encore, vous avez deux catégories. Est-ce que vous appartenez à un collège de gérance ou pas? Donc, si vous appartenez à un collège de gérance, à titre d'exemple, si vous avez 33% et que votre mari ou votre épouse détient 33%, vous appartenez à ce qu'on appelle un collège de gérance. Globalement, on en a beaucoup parlé aussi la semaine dernière dans le webinaire de la semaine dernière, c'est que côté SAS, vous êtes assimilé salarié, donc vous êtes au régime général classique, hein, donc vous avez une couverture sociale comme quand vous étiez salarié. Donc la maladie, etc., c'est comme quand vous étiez salarié. Par contre, de l'autre côté, quand vous êtes à SARL ou en EURL et que vous êtes TNS, travailleur non salarié, vous avez un régime complètement différent qui est le RSI, dont vous avez peut-être entendu plein de choses d'ailleurs. Et ce n'est pas du tout la même chose que le régime général de la sécurité sociale. Le fonctionnement est différent. Par contre, on en avait parlé également la semaine dernière, vous pouvez déduire vos complémentaires, prévoyance, mutuelle, etc. Ça s'appelle les contrats Madelin. Vous pouvez les déduire, alors que quand vous êtes président de SAS, vous êtes à la prévoyance et à la mutuelle collective de votre société. Donc, ces deux statuts ont un gros impact, en tout cas sur votre vie, sur la maladie courte durée, sur la maladie longue durée, sur la prévoyance. Et il y a quand même un avantage des travailleurs non salariés, c'est que vous pouvez complètement choisir aussi la prévoyance que vous voulez mettre en place, les contrats que vous voulez mettre en place supplémentaires, et vous pouvez les déduire des revenus de la société. Et le troisième impact que tu nous as remonté, c'était l'impact juridique. Alors, que veux-tu dire par là? Alors, j'ai principalement deux points à vous remonter sur le sujet, sur la partie juridique. Le premier, c'est les statuts, et le deuxième, c'est la protection du patrimoine. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en matière de rédaction de statut, donc, si jamais vous souhaitez avoir des statuts qui ne sont pas classiques, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par une SAS. Ce que je veux dire des statuts qui ne sont pas classiques, c'est si jamais vous voulez
mettre en place une distribution inégalitaire de dividendes. J'ai déjà vu le cas avec deux associés qui souhaitent avoir une distribution inégalitaire des dividendes. Ça, c'est pas classique, il faut passer par la SAS. En SARL, ça marche pas. La SARL, elle est très cadrée, elle est très normée. Si vous voulez faire entrer un fonds d'investissement, si vous voulez faire mettre en place toutes les clauses qui sont spécifiques, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer en SAS. La SARL a moins de liberté en matière de rédaction statutaire, elle est plus cadrée, elle est plus normée, elle ne vous permet pas de faire ce que vous voulez en matière de rédaction de statut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc ce que je disais en matière de protection du patrimoine. J'avais dit, puisqu'on avait déjà animé un webinaire sur ce sujet-là, qu'il fallait choisir la société pour protéger son patrimoine personnel, parce qu'il y avait bien une séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine personnel. Professionnel. Il y a juste une petite subtilité, c'est qu'en fait, quand vous êtes en EURL ou en SARL, si jamais vous déposez le bilan, les cotisations de l'URSSAF qui vous sont donc dues, vous devez les payer à titre personnel, même si vous déposez le bilan. Ce qui n'est pas le cas de la SAS, qui est la forme la plus complète en matière de protection, de séparation, de régime régime de patrimoine personnel versus professionnel. Très bien, très bien. Voilà, tu m'as appris des choses. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ensuite tu devais payer tes cotisations sur ton patrimoine personnel. Mon Tout Dieu. à fait, malheureusement, ça arrive. Ok, donc encore des choses à prendre en compte dès le début, dès le moment où on commence à réfléchir à son statut. J'ai noté que tu nous as dit qu'au niveau de la SAS, on pouvait faire des statuts un peu plus originaux, un peu plus spécifiques. En URL, c'est beaucoup plus cadré. Et que le deuxième impact, c'était sur la séparation entre les biens personnels et les biens professionnels. Quatrième sujet, pardon, que tu nous as remonté. Alors ça, c'est celui qui va intéresser le plus de monde. Hein. C'est justement ce que je disais, c'était tous les posts que tu as fait là sur LinkedIn, c'est sur la rémunération. Ce qui est le sujet quand même le plus important, notamment quand on est en SASU, en URL et qu'on est freelance, qu'on est ingénieur et qu'on a créé sa propre activité et qu'on fait de la prestation intellectuelle, il n'y a pas d'employé dans la société. Donc le but de cette société, c'est de nous rémunérer et de pouvoir signer les contrats qu'on veut avec nos clients. Et donc, quel va être l'impact sur la rémunération et comment je vais récupérer l'argent du travail que je fais. On va passer à la slide suivante parce que je sais que tu nous as préparé des chiffres et des tableaux. Tu nous as mis des exemples en fonction d'un budget disponible. Dans l'exemple que tu nous as mis, tu nous as dit, OK, le budget disponible, c'est-à-dire une fois que la société a payé ses différentes charges, on décide de sortir 80 000 € qui vont être pour se rémunérer. Et pour cela, tu nous as fait plusieurs scénarios. Quand on a un SAS, on peut se rémunérer uniquement avec du salaire. On peut se rémunérer également uniquement avec des dividendes, si on le souhaite. En SARL, pareil, on peut se rémunérer uniquement avec du salaire ou uniquement avec des dividendes. Et tu nous as fait les calculs. Alors moi, j'aime bien quand il y a du vert et du rouge parce qu'au moins, on voit ce qui est intéressant et ce qui l'est beaucoup moins. Et je vais te passer la parole. Alors, du coup, donc effectivement, j'ai vu que tu as fait l'introduction. Donc, on a 4 cas. Premier cas, donc ici, on parle d'un budget disponible de 80 000 €, c'est-à-dire 80 000 €, donc c'est revenu avant impôt sur les sociétés et avant rémunération du dirigeant. C'est ce qu'il y a de disponible de cash, entre guillemets, sur lequel on peut faire des arbitrages. Donc, première colonne, salaire SAS, on se verse 100% des salaires, ensuite 100% dividendes SAS. Troisième cas, SARL 100% salaire et quatrième, 100% dividende SARL. Vous allez juste remarquer une première subtilité, c'est que dans la deuxième colonne, quand vous allez regarder donc, les dividendes SAS, l'avant-dernière ligne, vous voyez que droit généré à la retraite, vous avez 0. Et ça change tout. Parce que on entend très, très régulièrement des personnes qui vous disent « Ah, mais optez pour la SAS et prenez les dividendes, vous êtes soumis à la flat tax, vous payez que 30%, et puis on n'en reparle plus. » Alors là, oui, c'est vrai, vous payez 30%, sauf que, à la différence, c'est le seul cas où vous générez 0 droit à la retraite. Donc, moi, je vous ai préparé un tableau dans lequel on prend en considération non seulement le revenu immédiat, mais ce qu'on appelle le revenu différé, c'est-à-dire la retraite. Et donc, on voit bien que dans le premier cas, salaire SAS, même si le net in the pocket, comme on dit, il n'est que de, entre guillemets, 39 000, on va dire 40 000 à peu près, donc 50%, c'est moins intéressant que les 42 000 qu'il y a juste à côté en matière des dividendes, sauf que ça génère 15 952 € de droit à la retraite. Et donc, si on prend les deux enveloppes,
le revenu immédiat plus le revenu différé, on arrive à une enveloppe qui est plus élevée que le cas du dividende de SAS, qui est la deuxième colonne. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je vais passer à la colonne numéro 4. Et là, pareil, quelque chose qu'on entend très régulièrement. Ah non, mais on n'optait jamais pour les dividendes de SARL parce qu'ils sont soumis à cotisation sociale. Oui, sauf que quand on fait les calculs et qu'on pose les chiffres, on se rend compte qu'ils ne sont pas si mal que ça finalement, puisque comme ils sont soumis à cotisation sociale, ça génère des droits à la retraite. D'accord? On le paye, enfin, on n'a rien sans rien. Si vous ne voulez pas cotiser, si vous voulez pas verser de cotisation sociale, vous n'aurez pas droit à la retraite. Si vous les versez, eh ben, vous en aurez. Et donc là, j'ai pris donc, le quatrième cas. On verse 100% de dividendes sous forme de SARL. On arrive à un net in the pocket de 39 186, à peu près 40 000, on va dire 50%, mais ça génère 11 000 euros de droit à la retraite, ça fait 50 000 euros. Donc 50 000 euros, ça revient quand même plus intéressant que les dividendes de SAS qui sont sur la deuxième colonne, pour laquelle on a un net, donc un total, une enveloppe totale sur le long terme de 42 000 euros. Donc contrairement à ce que vous pouvez entendre un peu partout, le dividende de SAS n'est pas forcément plus intéressant, en tout cas sur le long terme, que le dividende de SARL. Donc je rappelle juste que ça c'est un exemple, d'accord? Donc basé sur un cas bien spécifique, j'avais pris un certain nombre d'hypothèses avant de publier ça. La première hypothèse, c'est qu'on est sur un cas d'une personne qui est célibataire et qui est sans enfant. Donc, ça joue au niveau de l'impôt sur le revenu. J'ai pris une deuxième hypothèse, c'est que la personne ne dispose pas de revenus par ailleurs, il n'y a pas de revenus fonciers, elle n'a pas de revenus financiers, etc. Parce que ça aussi, ça joue. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez une ligne qui s'appelle la taxe Puma, qui est juste, quand vous regardez le Net in the Pocket, vous avez au-dessus économie d'IS, puis vous avez taxe Puma. Ça, c'est applicable uniquement si vous versez uniquement le dividende. Donc, il y a quand même un certain nombre d'hypothèses. La dernière hypothèse, c'est que, alors j'avais pris, oui, voilà, donc IS aujourd'hui à 25%, 15% jusqu'à 42 000 euros, puis 25%. Mais bon, évidemment, si entre-temps, dans quelques années, ça change, les calculs vont changer. Donc sachez que c'est un exemple qui permet de comprendre, d'avoir une compréhension du sujet, mais ce n'est pas applicable à tout le monde. Ce n'est pas parce que dans ce cas-là, on arrive à cette configuration qui est la plus intéressante que forcément, dans votre cas d'espèce, vous allez dire je vais prendre un salaire SARL parce que c'est vert et ça rapporte plus. Tiens, je vais faire un intermède. Alors déjà, le net in the pocket, j'adore, hein. Ça, il n'y a pas beaucoup de comptables qui mettent la ligne net dans la poche. Au moins, c'est du concret. J'avais fait à titre personnel la première année, quand j'étais toute seule dans l'entreprise, etc. Je m'étais fait une simulation. Est-ce que je me versais un gros salaire sur le mois de décembre, ou est-ce que je laissais l'argent et j'allais le prendre après la clôture de mon exercice en dividende? J'avais fait l'exercice parce que ce qui est important à voir ici, on le voit bien dans tes colonnes, c'est que si je le paye en salaire, effectivement, je vais avoir de l'IR derrière et ça va se déduire des résultats en fait de l'entreprise. Alors que si je le verse en dividende, c'est après que la société, elle ait payé son impôt sur les sociétés. Donc en fait, ça me gonflait l'impôt sur les sociétés. Et ensuite, je récupérais mes dividendes et je payais les fameuses 30% libératoires, la flat tax. Alors, j'avais fait l'exercice, alors pas sur une somme de 80 000, hein, mais sur une beaucoup plus petite somme. Franchement, je crois que ça se jouait à 100 euros près. Alors, effectivement, on se dit 30% par rapport à, mais au final, il faut bien regarder que du coup, j'avais plus d'impôts sur les sociétés à payer au niveau de l'entreprise si je ne me payais pas en salaire, en fait. Et puis aussi, j'avais regardé par rapport au droit à la retraite. Mais encore une fois, il faut faire ce calcul en toute intelligence et regarder par rapport à sa situation. Et moi, je sais que la retraite, c'est les 25 meilleures années. Moi, je n'ai que 20 ans de carrière. Donc, moi, mes 25 meilleures années, je n'y suis même pas. Donc, il faut que je les génère. Après, encore, faut-il croire à la retraite par répartition, hein. Mais ça, c'est un autre débat. On va repasser aux urnes et on va, je pense, tous en reparler. Tu avais un deuxième tableau, Chekna. On va passer sur la slide suivante. Voilà, donc là, je suis passé sur un budget disponible qui est plus élevé, qui est de 200 000 euros et qui ne donne pas forcément les mêmes résultats que le premier. Donc, encore une fois, le budget disponible, c'est ce qu'il y a donc, en résultat avant IS et avant versement des rémunérations. Je ne vais pas vous refaire l'exercice, puisque maintenant la gymnastique, vous la maîtrisez parfaitement. On part toujours, donc je pense que je n'ai pas expliqué exactement comment elle fonctionner, mais regardez, donc dans la première ligne, vous avez le budget disponible. Ensuite, on regarde s'il y a une rémunération nette du dirigeant qui est possible de verser, d'accord? Parce que dans le premier cas, sur les 200 000, vous ne pouvez vous verser que 114 000, parce que forcément, vous allez payer des cotisations sociales et vous allez payer des charges salariales. Donc, si vous versez les 200 000, donc vous allez avoir donc 114 000 en poche et le reste, ça partira à l'URSSAF. Ok.
Ensuite, on passe à un deuxième niveau de calcul qui est le résultat après rémunération du dirigeant. Donc là, une fois qu'on a versé tout ça, combien il reste? Ben, là, il reste zéro puisqu'on a versé les 200 000. Ensuite, on calcule l'impôt sur les sociétés. Donc, il n'existe que dans la deuxième et la troisième colonne, puisque forcément, on ne s'est pas versé de rémunération, donc il y a d'impôt à payer. Forcément, si vous versez tout, il n'y a pas d'IS à payer, puisque par définition, vous allez passer à un résultat qui est nul. Ensuite, on arrive à un résultat distribué. Donc, ça, c'est dans le cas où on se verse du dividende. Donc, forcément, dans la deuxième et la quatrième colonne, on a pris donc, un versement à 100%, donc des 154 000 et 153 000. Ensuite, il y a une ligne qui s'appelle cotisation sociale du dividende sur dividende. Et là, vous voyez qu'elle existe uniquement sur les dividendes des SARL. Pourquoi? Parce que les dividendes des SAS ne sont pas soumis à cotisation sociale, mais ils sont soumis à des prélèvements sociaux, qui sont la ligne, donc juste après impôt sur le revenu, vous avez les prélèvements sociaux. Et c'est pour ça que ça ne génère pas de revenus, parce que les prélèvements sociaux, c'est comme des impôts, c'est comme des taxes. Payer de l'impôt sur le revenu, c'est pour renflouer les caisses de l'État, pour que l'État derrière puisse faire des infrastructures, etc. Alors que la cotisation sociale, c'est ce que vous cotisez pour vous-même. D'accord? Et donc, sachez que là, effectivement, donc, il y a des cotisations sociales à la place de. Et ça aussi, d'ailleurs, Anouk, j'insiste beaucoup sur ce point-là, parce que généralement, quand on vous dit, ah, faites très très attention, les dividendes de SARL sont soumis à la cotisation sociale, en plus, en fait, c'est pas en plus, c'est à la place de prélèvements sociaux. Et c'est là que ça change tout, puisque les prélèvements sociaux, c'est 17,2. D'accord, 17,2%. Là, on va être à peu près à 40%, 45%. Et d'ailleurs, le barème de la sécurité sociale, c'est l'inverse que le barème de l'impôt sur le revenu. Plus on monte en rémunération, plus il baisse. D'accord? Un impôt sur le revenu, plus ça monte. Donc, on passe de 11 à 30, à 41, à 45. Sécurité sociale, ça descend de 45 à 40, à 35, etc. C'est pour ça que, généralement, quand on fait des calculs, on n'arrive pas au même résultat parce que les barèmes ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, ensuite, on arrive à la taxe plus basse, c'est ce que j'avais expliqué, elle n'est applicable que si vous versez uniquement des dividendes et que vous n'avez pas votre épouse ou votre époux qui a des rémunérations par ailleurs. D'accord? L'économie d'IS N+1, j'ai calculé ici donc la quatrième colonne, les 6 543. Pourquoi? Parce que sur les cotisations sociales des dividendes sont déductibles de votre résultat. D'accord? Et comme elles sont versées en N+1, parce que les dividendes par définition c'est N+1, eh ben, on va les déduire de votre résultat N+1, c'est qui génère une économie d'IS. Après, on arrive au net in the pocket que Anouk adore particulièrement. Ensuite, on arrive à la dernière ligne qui est le droit à la retraite généré, qui sont calculés par ailleurs, puis on arrive à la rémunération totale, qui est la somme des revenus immédiats plus les revenus donc différés. Voilà pour le deuxième exemple et pour l'explication du fonctionnement et du mécanisme de ce tableau-là. Ce que je trouve vraiment très intéressant en plus, c'est qu'au final, la rémunération totale, salaire SAS, salaire SARL, on est à quelques centaines d'euros près, hein, et on est quasiment au même montant, alors que souvent on fait une grosse différence, hein, et les comptables disent, «C'est très différent» et cetera. Mais sur des très grosses rémunérations, ça devient beaucoup plus similaire. Donc notamment, je pense aux gens qui sont managers de transition, qui sont avec des TJM, assez élevés, ils vont se retrouver assez vite dans ce cas. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu mets aussi, l'économie d'IS à N+1 et cetera. Et moi, c'était ce que j'avais fait dans mon calcul, hein. J'avais essayé de voir vraiment, bonne ingénieure que je suis, hein, quelles étaient toutes les conséquences, en fait, d'un choix ou d'un autre. Et la réponse qui est faite, comment dire? Un petit peu facile, et beh, finalement, elle était, plus subtile que ça. Voilà. Mais je te remercie pour ces chiffres-là et je trouve que tu es allé plus loin que beaucoup de monde dans le calcul, qui souvent s'arrête, directement, non pas au net in the pocket, mais à ce que tu touches, en salaire et ne regarde pas l'impact sur l'impôt sur le revenu, l'impact sur l'IS, sur la société et cetera. Il faut regarder un tout, notamment quand, bah, la société, c'est vous, quoi, et que vous êtes tout seul dedans. Bah, on va arriver à la fin de ce webinaire. Vous avez les coordonnées de Shekna, vous avez les miennes et qu'est-ce que tu veux rajouter, comme mot de la fin, Shekna? Alors moi, par exemple, je suis en SAS. Alors je suis en SAS parce que j'ai un associé. Mon associé, c'est mon mari, hein. Toi, Shekna, tu as fait quel choix quand tu as créé ta propre société? Moi, je suis en SAS également, mais ça ne veut pas dire que parce que je suis en SAS, je conseille tout le monde d'être en SAS. C'est parce que c'était le choix le plus adapté au moment où j'ai lancé ma société.
Donc, J'ai une connaissance qui est freelance, qui est en train de faire une étude pour passer de la SASU à l'EURL. Et il est en train de se rendre compte que par rapport à différents facteurs, le choix qu'il a fait au départ, qui était un petit peu le choix des copains, n'était pas le bon et n'était pas le plus adapté à sa situation familiale et patrimoniale. tout à fait. Donc, c'est encore une fois, ça reste du cas par cas. D'accord? Donc là, on vous donne quelques éléments d'information pour votre compréhension. Une fois que vous souhaitez passer effectivement à l'étape d'après, qui est la concrétisation, il faut se faire accompagner. Et puis comme ça, vous êtes sûr d'avoir le bon choix et de ne pas regretter d'avoir une décision parce que le copain, comme tu as dit, a fait une SASU, il a fait une EURL. Après, il y a encore, des situations encore plus compliquées. J'ai vu quelqu'un, alors c'est pas un freelance, c'est-à-dire il a une petite TPE et il a fait, une holding qui possède les parts qu'il a dans la TPE. La TPE, elle est en SAS, donc au départ, il était rémunéré en tant que président de la SAS et maintenant, il fait remonter des management fees à une holding qui, elle, est en URL et en réalité, il peut choisir s'il se rémunère avec une structure, ou avec l'autre. Alors là, ça devient encore plus compliqué. Alors, moi je suis très prudent sur ce type de montage-là parce que je vais te dire pourquoi. Parce que simplement, il y a un certain nombre de jurisprudences. Alors, le problème, c'est que sur ces sujets-là, la jurisprudence, elle est naissante. D'accord? C'est des sujets enfin, qui n'existaient pas, on va dire, il y a une vingtaine d'années. Et donc, les sujets commencent à se poser. Alors, dernièrement, il y a une jurisprudence qui est donc tombée et qui dit que si on interpose une holding par rapport à la société, dont le seul but est d'éluder l'impôt, vous allez quand même payer l'impôt sur la société d'exploitation. D'accord? Si vous avez une société d'exploitation qui est détenue par une holding et la holding est détenue par un associé unique, si on verse le dividende dans la holding et que la holding le reverse derrière à l'associé unique sans aucun autre objectif qui est d'éluder l'impôt, vous avez deux risques. Vous avez le risque donc fiscal, qui est le risque d'abus de droit, et puis vous avez le risque social aussi, que l'URSSAF vous dise, ah bon, en fait, vous avez juste interposé une holding pour ne pas payer d'impôts ou de cotisations sociales. Généralement, sans rentrer dans le détail, mais la holding, généralement, il est constitué dans un but d'encapsuler le cash, comme on l'appelle. C'est-à-dire que quand on verse un dividende à la holding, il faudrait qu'il reste là-dedans. Généralement, on a un fonctionnement sous forme de triangle et la holding, puis à côté, vous avez des SCI, vous avez une foncière. Lorsque le dividende est remonté à la holding sans payer d'impôt, l'intérêt, c'est que la holding derrière puisse le reverser à la SCI ou qu'elle puisse le réinvestir par la suite. Là, il n'y a absolument aucun risque. Par contre, si c'est juste pour le reverser à la holding, pour que la holding le reverse après à la société unique, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Sachez qu'aujourd'hui, ça existe. Ah, c'est très Il y a bien de toujours des préciser ça. professionnels qui Alors, le. on a une question, on va Oui, y répondre. Et je rajouterai juste un exemple. Je connais quelqu'un, il a fait une première société, il en a fait une autre, il a fait une holding entre les deux. Et bah, la première année, il a eu un contrôle fiscal, hein, parce que les impôts, ils ont trouvé tout ça très, 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 très louche. Et ils sont venus tout regarder. Et en fait, il a dû faire réécrire par des avocats l'intégralité des statuts des différentes sociétés et repasser. Et refaire des frais parce qu'ils ont trouvé que c'était pas cohérent et qu'il y avait des incohérences flagrantes. Et en tout cas, ils sont venus vite, assez vite, y mettre le nez. On a une question. Qu'en est-il si on veut faire un mix entre dividendes et salaire? Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que c'est pas plus intéressant? oui. Alors, je vais répondre à la question, mais juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit, Anouk, par rapport au risque, par rapport au risque fiscal et au risque en matière. Alors, le terme qui est utilisé par l'administration fiscale, si on veut éviter tous ces problèmes-là, c'est ce qu'on appelle la substance économique. Il faudrait que dans le montage, il y ait un intérêt économique qui est justifiable. D'accord? Comme le montage que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez une holding qui détient une société d'exploitation et une société, une SCI, vous pouvez facilement expliquer que c'est dans un intérêt d'améliorer le cash de la société, de la liquidité du groupe, de réaliser des investissements, etc. Ça, c'est facilement justifiable. S'il n'y a pas de substance économique, il n'y a pas d'intérêt économique autre, si l'intérêt il est uniquement d'éluder de l'impôt, vous pouvez tomber sous le coup de la loi. Il y a un article qui est très très connu par les fiscalistes euh, qui traite en fait de l'abus de droit. Et ils ont même créé dernièrement ce qu'on appelle un mini-abus de droit. C'est-à-dire que même si vous avez le droit de le faire et que par contre vous avez le droit de le faire, mais c'est uniquement pour ne pas payer de l'impôt, vous allez vous faire rattraper.
D'accord? Donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, et l'intérêt d'ailleurs de se faire accompagner pour pas tomber sous, comment, dans le piège de la facilité et puis dire, voilà, moi j'ai trouvé l'idée du siècle et puis se faire rattraper 3 ans ou 4 ans plus tard. Maintenant, pour répondre à la question, effectivement, la question est très pertinente parce que dans la majorité des cas, il est plus intéressant de faire un mix entre salaire et dividende. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça va rajouter un niveau de complexité supplémentaire au calcul. Et l'intérêt, c'est simplement de montrer que, effectivement, en fonction du choix de la SAS, la SARL, les dividendes, les impacts ne sont pas identiques. Mais une fois que vous êtes en situation, donc en société, et qu'on arrive en fin d'année, au moment de votre bilan, vous posez avec votre expert comptable, et là, on pose les chiffres et on vous conseille le montant qui est le plus adapté de mix entre dividendes et salaire. Et effectivement, parfois, c'est pas 100%. C'est pas 100% de dividende, parfois, c'est pas 100% de SAS, mais effectivement, un mix des deux, on peut être à 60-40, on peut être à 35-65, etc. Tout à fait. Très bien. Alors, ce que j'avais entendu une fois d'une comptable, elle me disait, l'idée, c'était de se rémunérer en salaire par rapport à ce dont on avait besoin, par rapport à nos frais, par rapport à nos charges fixes à titre personnel. Concrètement, par rapport à l'argent qu'on a besoin qui rentre tous les mois parce qu'on a la cantine des enfants et des crédits sur la maison, hein, de manière très concrète. Viser ça pour avoir aussi les droits à la retraite, voilà, dont on a besoin et ça à minima. Et ensuite, les dividendes, de toute façon, ils arrivent une fois qu'on fait le bilan. Donc, on fait le bilan de l'année, après IS, et puis là, ce qui reste, on peut décider si on le met dans les réserves de la société ou on se les verse en dividendes. Et au final, c'est quelque chose effectivement qui est complémentaire et qui est c'est un peu le cadeau bonus en fonction de la performance que l'entreprise qu'on a créée a eu sur un exercice. Exactement. C'est le combo, en fait, c'est ce que tu as dit. C'est les revenus immédiats, ce qu'on se verse tous les mois pour couvrir le train de vie de la personne, le bonus annuel, qui est le dividende versus la prime de fin d'année, plus les revenus différés. Et donc, quand on prend ces trois-là, on arrive à optimiser le choix le plus intéressant pour la personne. Très bien, je crois qu'effectivement, ça va être le mot de la fin, ça va être optimisé. Et en fait, la question entre SASU et URL et quel est le meilleur statut, vous avez vu, on n'y a pas répondu, hein. Il n'y a pas de meilleur statut. Il y a le statut qui est le meilleur pour vous, qui est le meilleur pour vous en fonction de la stratégie que vous avez pour votre entreprise, de la stratégie aussi peut-être de revente de celle-ci, des besoins en protection sociale que vous avez. Est-ce que vous voulez être au régime assimilé salarié ou au régime des indépendants? Et en fonction de plein d'autres choses que vous avez en tête. N'hésitez pas en tout cas à vous faire entourer de professionnels parce que c'est un métier que de choisir le statut. Le statut du copain n'est pas bon, n'est pas le bon pour vous. Et ensuite, vous pourrez faire ces arbitrages. Et puis au final, le but, c'est que votre expert comptable vous aide à optimiser votre rémunération pour que vous puissiez vivre voilà, le plus correctement du fruit de votre travail. Je te laisse conclure de ton côté, Shekna, et on va libérer tout le monde. Alors moi, je vous prie juste de m'excuser parce que j'ai du bruit à côté de moi, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais moi, je dirais que effectivement, donc c'est une question qui est très importante. Je reviendrai encore une fois à la notion d'anticipation dont tu as parlé, de se faire accompagner donc, en anticipant le sujet. D'accord? Donc, ne venez pas à la dernière minute, anticipez ce sujet-là, que ce soit d'ailleurs au moment de la création ou même après. Si vous souhaitez changer de régime juridique, même si vous êtes encore en phase de réflexion, prenez contact et commencez à enclencher les procédures, discuter. Et après, effectivement, on arrivera toujours à trouver le bon choix, ou en tout cas le plus optimal pour vous. Encore une fois, l'optimisation, c'est aujourd'hui un terme qui a été galvaudé, on a toujours l'impression qu'il s'agit de fraude, etc. C'est une connotation très négative. Sachez que l'optimisation, c'est un terme qui est parfaitement donc, légal. Si vous avez, encore une fois, il y a une jurisprudence qui est tombée là-dessus, si vous avez deux régimes juridiques dont un est plus favorable pour vous que l'autre, vous avez parfaitement le droit d'utiliser le régime qui vous est le plus favorable. Vous n'avez pas à vous inquiéter de l'administration fiscale ni des organismes sociaux. Sachez juste qu'il faut, voilà, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut faire les choses de manière carrée. Et si tout est fait dans les règles de l'art, entre guillemets, vous n'avez pas à vous inquiéter.
Très bien, merci beaucoup. Merci Chekna, merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et puis au plaisir de vous retrouver et un bel été, peut-être un septembre. À bientôt, à bientôt. Merci à Bientôt. tous. Au revoir. Au revoir.